Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons sur ce braquage la nuit dernière en Isère, dans le casino d'Uriage-les-Bains. L'un des deux malfaiteurs a été abattu à la suite d'un échange de tirs avec la police dans la banlieue grenobloise. Son complice est toujours activement recherché. Coup de projecteur également ce soir sur le succès de l'opération de colmatage dans le golfe du Mexique. Le président Obama se dit satisfait, mais reste prudent. Pour la première fois depuis 3 mois, la catastrophe pétrolière semble réellement stoppée. Nous irons aux États-Unis. Rigueur, vous avez dit rigueur, monsieur le Premier ministre. François Fillon, en déplacement au Japon, a prononcé le mot qui fâche en défendant la politique budgétaire de la France. Lapsus ou choix assumé, la querelle sémantique fait en tout cas débat depuis quelque temps déjà. Chaque jour, 2 millions de personnes dans le monde achètent un téléphone portable. C'est le produit star des consommateurs, mais c'est aussi, selon une étude scientifique britannique, le meilleur propagateur de bactéries. Notre joujou serait en fait un nid à microbes. Décryptage dans un instant. Le Tour de France est la 12e étape. Aujourd'hui, victoire de l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Andy Schleck conserve son maillot jaune, mais Contador montre ses griffes. Et puis notre enquête sur le business Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, est la vedette ce soir du meeting du Stade de France. Enfin, le mystère de Léonard de Vinci a-t-il été percé? Des chercheurs français se sont attaqués aux voiles et aux coloris magiques des toiles du génie de la peinture italienne. Le brouillard semble cette fois dissipé. Explication tout à l'heure. Mais avant de revenir sur ces titres, tout d'abord cette double explosion qui a eu lieu en début d'après-midi sur le toit d'un immeuble à Villeneuve-la-Garenne. Des travaux étaient en cours. Et c'est apparemment des bonbonnes de gaz qui seraient à l'origine du sinistre. 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Sur place, Lionel Feuerstein et Tristan Lebras. Une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de cet immeuble de 8 étages. Un amateur filme toute la scène quand soudain, une explosion puis 2. 8 passants sont touchés par des débris, dont 2 très gravement. D'autres ont eu beaucoup plus de chance. Moi j'ai un caillou comme ça qui m'est passé à ras du bras. Et ça faisait peur, c'était impressionnant. Pendant qu'il y avait le feu, il y avait une dame, elle était par la fenêtre, même là, les gens ils sortaient par la fenêtre, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait. En fait, le toit de l'immeuble était en travaux. Des ouvriers travaillaient avec des chalumeaux et des bonbonnes de gaz quand l'incendie a démarré. Sous la chaleur, ces bonbonnes ont alors explosé. Heureusement, les ouvriers et les habitants de l'immeuble ont tous été évacués à temps par la police et les pompiers qui ont immédiatement sécurisé le site. Nous avions à proximité une station-service qui a été touchée par la projection des projectiles provenant de l'explosion des bouteilles de gaz. Et il fallait donc pouvoir mettre rapidement des moyens importants en œuvre. La police scientifique travaille en ce moment sur le toit de l'immeuble. Son enquête minutieuse devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce dramatique incendie. Revenons maintenant sur ce braquage la nuit dernière du casino d'Uriage-les-Bains en Isère, le 3e en seulement quelques mois dans la région. Cette fois, ce sont 2 hommes cagoulés qui ont pris la fuite après avoir soustrait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais les policiers ont très vite retrouvé leurs traces. L'un des braqueurs a été abattu lors d'un échange de tirs dans la banlieue de Grenoble. L'autre est ce soir toujours en fuite. Denis Sébastien, Jean-Pierre Rivalin. Le braquage n'a duré que quelques minutes. Les 2 malfaiteurs se sont emparés de l'argent des caisses et ont pris la fuite en voiture. C'est sur la route de Grenoble qu'ils sont pris en chasse par la police. Course-poursuite et fusillade jusqu'au quartier de la Villeneuve où l'un des braqueurs est tué d'une balle dans la tête. Avec son complice, il portait un gilet pare-balles et était lourdement armé. Les armes, c'était des armes de très gros calibre, très dangereuses. Il s'agissait donc d'un pistolet mitrailleur de type Uzi et également d'un fusil mitrailleur. Ces 2 armes étaient en possession de la personne qui est décédée. Un braquage de plus sur l'agglomération grenobloise où la succession des faits de délinquance interroge. Ce matin encore, vers 10 h, c'est une bijouterie qui a été braquée. Dans l'affaire du casino, les policiers ont essuyé de nombreux tirs. Un policier a été légèrement blessé. C'est extrêmement préoccupant. Grenoble est devenu un petit Chicago, n'ayons pas peur de le dire. Et aujourd'hui, il y a une grande inquiétude de la part des effectifs de police, puisqu'on est systématiquement au seuil de rupture en termes d'effectifs. Et on voit que cette nuit, on est encore passé tout près, mais vraiment tout près d'un drame.
Et pourtant, officiellement, les faits de violence à personne sont globalement en baisse sur l'agglomération. Mais en matière de banditisme, la détermination des malfaiteurs est de plus en plus grande. Oui, effectivement, ils se servent de leurs armes de plus en plus facilement. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et nous, on prépare les policiers à être prêts. On vérifie bien tous les jours qu'ils portent leur gilet pare-balles, on vérifie les formations, on vérifie leurs équipements, parce qu'on ne veut pas les mettre en danger. Le deuxième braqueur du casino est toujours en fuite. Son complice, tué cette nuit, avait 27 ans. On a retrouvé sur lui 20 000 €, la plus grosse partie du butin. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête sur les conditions de son décès. Le dossier Bettencourt et les 4 membres de l'entourage de l'héritière du groupe L'Oréal ont vu aujourd'hui leur garde à vue prolongée de 24 heures dans les locaux de la brigade financière à Paris. Parmi eux, je vous le rappelle, messieurs Bagné et Demestre. Les enquêteurs s'interrogent toujours sur l'existence d'une évasion fiscale. Sur place, on retrouve Dominique Verdaillan. Bonsoir Dominique. 36 heures de garde à vue pour le moment. Alors, est-ce que les choses vont se poursuivre une nouvelle fois toute la nuit? C'est l'une des questions qui reste en suspens ce soir. Oui, en tout cas, on en prend le chemin. La garde à vue continue. Elle est longue et minutieuse, tout simplement parce que le dossier, vous le savez, est complexe, parce qu'il faut aussi couper les dépositions des 4 gardés à vue qui sont dans des bureaux distincts. Ce matin, 2 d'entre eux, François-Marie Bagné et l'avocat fiscaliste, ont reçu pendant une demi-heure la visite de leur avocat. Selon donc leur conseil, la garde à vue se déroule dans des conditions correct. Seconde interrogation de la soirée, la suite donnée à ces gardes à vue. Selon nos informations, le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroy, n'a pas pris de décision. Il a le choix entre ouvrir une information judiciaire, autrement dit confier le dossier à un juge d'instruction, ce qui déboucherait inévitablement sur des mises en examen. Il peut de lui-même aussi renvoyer le dossier devant un tribunal correctionnel. Mais les 4 gardés à vue peuvent aussi être remis en liberté et l'enquête préliminaire se poursuivre. Merci Dominique Verdaillan. Un mot de ce nouveau week-end chargé sur les routes de France. Dans la foulée du 14 juillet, nous attaquons la 3e vague du départ en vacances. Ce vendredi est classé rouge dans la vallée du Rhône avec plus de 150 km de ralentissement ce soir sur la 7. Gros ralentissement également en direction du Cap Ferré en Gironde. Du rouge que l'on retrouvera demain au niveau national. Prudence donc si vous prenez le volant. À l'étranger, enfin, c'est peut-être le mot du jour dans le golfe du Mexique. Pour la première fois depuis 3 mois, la compagnie pétrolière BP a enfin réussi à colmater la fuite de pétrole qui a provoqué l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Reste à savoir maintenant si le système mis en place pourra contenir définitivement le flux de pétrole. Nous irons à Washington dans un instant, mais avant cela, les premières images de l'opération avec Florence Mavic. 850 millions de litres de pétrole déversés depuis 3 mois, un cauchemar pour les hommes de BP. Pourtant, ils viennent de la juguler, cette hémorragie. Ces images sous-marines de l'opération ne parlent qu'aux spécialistes, mais elles montrent le nouvel entonnoir qui recouvre la tête du puits endommagé. Sur ce schéma, on y voit plus clair. Des bras robotisés ferment la dernière des 3 valves de ce dôme entonnoir. Celui-ci joue le rôle de bouchon, empêchant le flux de pétrole de remonter vers la surface. La bonne nouvelle est arrivée illico presto jusqu'à la Maison-Blanche, mais le président Obama reste prudent. Le nouvel entonnoir est une bonne chose. Ce dispositif devrait permettre soit de continuer à arrêter l'écoulement, soit d'en capturer l'essentiel. Mais il est important de garder la tête froide. Il a raison de ne pas se réjouir trop vite, Barack Obama. Pour l'instant, BP ne parle que d'une obturation temporaire du puits. Objectif, vérifier que le dôme résistera à la pression sous-marine. Le vrai problème, c'est ça, c'est l'augmentation de pression sous cette cloche, sous ces vannes de sécurité qui sont en place. Et c'est cette observation qui va durer peut-être 48 heures ou plus. La marée noire est loin d'être enrayée. 1000 km de côte du Texas à la Floride en passant par la Louisiane sont souillés par des nappes toxiques. Et on prend donc la direction de Washington ou à la Maison-Blanche. On espère qu'il s'agit réellement de l'épilogue de ces opérations de sauvetage. On retrouve notre correspondant Stéphane Bretner. Bonsoir Stéphane. Alors Barack Obama s'est donc exprimé aujourd'hui. Il a fait part de son soulagement mais aussi de sa prudence. Pour le président américain, il est temps en tout cas que cette affaire prenne fin. C'est vrai parce que depuis près de 4 mois maintenant, Barack Obama paye cher dans les sondages. Sa gestion de la marée noire, on l'accusait d'avoir laissé faire, d'avoir manqué de tact, de ne pas avoir réagi assez vite. Alors le colmatage de cette brèche, c'est une bonne nouvelle. Il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, vous l'avez entendu, tout en précisant
qu'il fallait garder la tête froide. Parce qu'ici, tout le monde reste extrêmement prudent. Le feuilleton dure depuis le mois d'avril. BP a essayé 4 techniques différentes pour tenter de colmater cette brèche. Elles ont toutes échoué. Alors attendons les résultats des tests dans les prochaines 24 heures. On saura alors vraiment si le pétrole a arrêté de s'écouler et si Barack Obama peut retrouver un petit peu de crédit auprès des Américains. Merci Stéphane. Est-ce la fin d'un tabou? En tout cas, pour la première fois, le Premier ministre François Fillon, en déplacement au Japon, a utilisé le mot rigueur pour définir le sérieux de la politique budgétaire française. On sait que la sémantique en la matière faisait débat, le mot faisait peur politiquement, certains ne voulant même pas l'entendre, d'autres en revanche estiment qu'il est peut-être temps de l'assumer. François Fillon en fait-il partie? On voit cela avec Sophie Brune et Alain Dubas. Au Japon, François Fillon est venu plaider la cause de l'euro et expliquer sa politique économique. Il semble qu'à 10 000 km de Paris, le mot rigueur ne soit plus tabou. Dans tous les budgets de l'État, le seul qui n'est pas soumis à la rigueur, c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est le seul budget qui continue d'augmenter. Face au Premier ministre, un parterre d'hommes d'affaires japonais. Depuis la crise grecque, les investisseurs nippons se méfient de l'Europe et de sa monnaie. François Fillon a donc tenté de rassurer les marchés. Mais ce faisant, il met fin à des mois de contorsion verbale. Lundi soir encore, Nicolas Sarkozy avait donné sa définition de la rigueur pour mieux s'en éloigner. Le mot rigueur, ça veut dire baisser les salaires, je ne le ferai pas. Augmenter les impôts, je ne le ferai pas. Le mot rigoureux, ça veut dire qu'on revient à l'équilibre, je le ferai. Un distinguo qui aujourd'hui vole en éclats, la gauche n'avait plus beaucoup d'illusions. La ceinture elle va être serrée, de plus en plus serrée, alors qu'on est un gouvernement franc ou hypocrite, ça ne changera pas grand-chose. C'est toujours mieux d'avoir des gouvernants qui sont francs, qui vous disent ce qui se passe et qui ne vous racontent pas des histoires à dormir debout. Alors cela signifie-t-il que les impôts vont augmenter? À droite, certains le refusent encore. Je suis pour la réduction de la dépense, je suis contre l'augmentation des impôts, ça peut s'appeler rigueur et de cette manière-là, ça peut se vendre. En prenant ce virage sémantique, François Fillon s'adresse peut-être aussi à ses ministres, manière pour lui de freiner les dépenses en pleine préparation du budget 2011. 48 heures après les feux d'artifice du 14 juillet, les pouvoirs publics s'interrogent face à cette vague d'attaques aux pétards qu'ils ont enregistrés au cœur de la nuit de mercredi à jeudi, notamment à Paris. Je vous rappelle qu'une femme de 63 ans a d'ailleurs été brûlée grièvement par une fusée qui a embrasé son appartement. 4 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire. Alors, acte isolé ou phénomène plus inquiétant, c'est l'enquête de ce soir. Sophie Rodier, Hakim Abdelkalek et Virginie Travers. L'appartement s'est embrasé en quelques minutes. À l'intérieur, un couple est surpris en plein sommeil. La femme âgée de 63 ans est grièvement brûlée. L'incendie a été déclenché par une fusée d'artifice projetée à travers la fenêtre. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans ce quartier du 20e arrondissement de Paris, des groupes d'adolescents fêtent à leur façon le 14 juillet. Ils se tirent dessus avec ces pétards et des fusées de mortier. Une habitante, encore choquée, témoigne. Dans la rue et de l'impasse, on ne pouvait plus bouger. C'était des bandes déchaînées. Il y avait au moins une trentaine de jeunes et moins jeunes, puisque ça va jusqu'à 30-35 ans, qui se poursuivaient avec des espèces de bâtons de 40-50 cm qui lançaient du feu. On croyait que des bombes éclataient à répétition toute la nuit, ça canardait dans tous les sens, et avec des bruits de bombes. D'ailleurs, certains croyaient que c'était des coups de feu. Depuis 2009, ces fusées de mortier sont interdites à la vente à Paris. Pourtant, ces derniers jours, les attaques aux feux d'artifice se sont multipliées. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, cette caserne de pompiers a été visée en plein bal. Bilan, 7 blessés légers. Selon les policiers, ces feux d'artifice peuvent se transformer en armes. De l'autre côté, vous avez le briquet ou l'allumette, vous allumez, vous avez la bombe qui est éjectée à une vitesse importante. Si la bombe percute, admettons, le visage ou autre, on peut avoir un œil de crevé. Ça peut, si c'est visé dans le ventre, vous pouvez avoir une côte de cassée. Sans parler des risques de brûlure. Ce soir, la femme blessée dans l'incendie de son appartement est toujours entre la vie et la mort.
Comment réinsérer au mieux les délinquants à leur sortie de prison? Comment éviter que le milieu carcéral ne les fasse entrer dans un cercle vicieux? La question fait débat depuis plusieurs dizaines d'années et les réponses à tout cela passent parfois par des initiatives atypiques, voire étonnantes. En voici une ce soir, direction Gap, où 5 détenus ont pris le grand air. À la clé pour certains, une remise de peine. C'est le grand format de ce soir. Nicolas Bertrand et Mourad Bouretima. Encore quelques mètres. Super les gars. Ils l'ont fait. Le sommet du Mont Tabor au cœur des Hautes-Alpes, c'est la récompense du jour. Qu'est-ce que vous ressentez là? Beaucoup d'efforts. On se sent libre. Ce ne sont plus 5 détenus de la maison d'arrêt de Gap. À cette altitude, c'est une équipe qui gagne sa liberté et qui reprend confiance à chaque pas. Tant qu'on est encore vivant, ben on peut encore monter. Cela fait 8 jours qu'ils enchaînent les défis. 8 heures de marche quotidienne, sac au dos, nuit en refuge. La règle est simple, s'ils réussissent, ils bénéficient d'une réduction de peine de quelques semaines et retrouvent la liberté. S'ils échouent, c'est le retour en prison jusqu'à la fin de leur condamnation, comprise entre 10 mois et 2 ans. Pour réussir, il faut montrer du respect, le goût de l'effort, de l'entraide. Montrer en fait qu'on est prêt à réintégrer la société. Ça nous permet de prendre confiance, quoi. Je veux dire, vaut mieux être dans la lumière, la montagne, que d'être à l'ombre, quoi. C'est très dur, c'est très dur. Faut pas croire qu'on monte comme ça, c'est très dur. Et c'est une remise en question, défi. Je dirais même un exploit, quoi. Moi, je voulais juste vous dire le procureur, c'est lui qui les a mis en prison. C'est un projet qui est financé par l'argent du contribuable, que donc il est évident qu'il ne faut pas le vivre comme des vacances. Il marche avec eux pour bien leur rappeler tout l'enjeu de cette randonnée. Normalement, soit ça se passe pas bien, et donc il faudra revenir à l'état de départ, c'est-à-dire retourner à la situation de détention où vous étiez. Je pense que l'intérêt de la société, c'est qu'ils ne ressortent pas en ayant en tête de récidiver. Donc il faut à un moment donné leur proposer quelque chose qui soit une possibilité d'avoir un plan de réinsertion. L'idée de l'expédition, c'est elle qui l'a eue. Gisèle Lafont, ancienne athlète de haut niveau. Pendant 6 mois, elle les a préparés physiquement. Elle les accompagne, les soigne, les écoute aussi. C'est pour qu'ils puissent renaître et puis être indulgents peut-être quelque part sur l'erreur qui a été faite. Ils ont, je pense, été punis pour cette erreur. Moi, je ne suis pas là, comme je leur ai dit, pour juger. Je m'en moque complètement. Moi, ce que je souhaite pour eux, c'est qu'ils s'en sortent. Vous êtes prêts? Oui, prêts. L'escapade coûte 30 000 €. Une expérience test qui ne sera probablement jamais renouvelée vu son prix. Elle a pour but de diminuer fortement le taux de récidive. À quoi on pense? Eh bien, au futur, de qu'est-ce qu'on va faire, où on va y aller. Ouais, faut réfléchir à tout ça. Ça peut vous empêcher de faire d'autres bêtises après? Moi, personnellement, oui. Moi, maintenant, ça va être souvent que je vais monter à la montagne. Si je suis pas bien en bas, je vais prendre mon sac, je suis équipé et revivre ça souvent, quoi. Et c'est vraiment la montagne, c'est vraiment quelque chose qui nous change, quoi. Dès lundi, 2 des 5 détenus commenceront un nouveau travail en liberté conditionnelle. 2 autres seront eux aussi remis en semi-liberté, mais devront passer les nuits à la maison d'arrêt. Le 5e n'en a pas fini avec la justice, rattrapé par une nouvelle condamnation pendant l'expédition. Il va retourner en prison et purger la fin de sa peine. Il est 20h16, à suivre dans un instant. 5 milliards de portables sur la planète et une enquête scientifique qui nous révèle que notre téléphone, notre joujou préféré, est en fait un nid à microbes. Des chercheurs français viennent de percer le secret de l'effet voilé des tableaux signés Léonard de Vinci. Un brouillard qui se dissipe, vous le verrez, sur la Joconde. Et puis, le Tour de France, Andy Schleck conserve son maillot jaune et Contador montre ses muscles. Enfin, décryptage du business de l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt et ses pieds en or massif. Mais avant cela, on savait que nos claviers d'ordinateur étaient des nids à microbes, qu'il fallait les nettoyer régulièrement. Et bien voilà, une enquête britannique qui vient nous alerter sur notre joujou préféré. Une enquête qui utilise même une comparaison très imagée. Notre téléphone portable abriterait 500 fois plus de bactéries que le siège des toilettes. Aurélie Rel, Olivier Théron et Raymond Chaplard. Un portable, tout beau, tout propre en apparence, mais à y regarder de plus près, un paradis pour les bactéries.
Elles y élisent domicile 500 fois plus que sur le siège des toilettes. Notre fidèle compagnon ramasse tout sur son passage. C'est un truc qu'on utilise tout le temps pour faire tout et n'importe quoi, qui nous suit dans nos poches, dans nos sacs. Je l'amène en boîte, je l'amène au café, je l'amène au WC. On lui postillonne dessus, on le manipule sans arrêt. Avec la chaleur au fond d'une poche, les bactéries prolifèrent et finissent dans la bouche. Une personne se met en moyenne 2 fois par heure les mains sur le visage ou à la bouche. D'autre part, quand souvent l'été vous téléphonez, vous allez manger des frites, des tas de choses avec les doigts, et les germes vont venir. Alors si c'est des germes sympathiques, ça se passe bien. S'ils ne sont pas sympathiques, ça peut rendre malade. Alors, pour éviter d'être contaminé par des salmonelles ou des staphylocoques dorés, un petit débarbouillage s'impose. De quoi réjouir les industriels qui commercialisent ces lingettes. Il faut faire ça à peu près au moins 1 fois par jour, ce serait sympa. Déjà 1 fois par semaine, ce serait quelque chose de beaucoup mieux par rapport à l'hygiène. Et éventuellement, à chaque fois qu'on s'en sert. En attendant les revêtements antibactériens sur les portables, préférez l'oreillette et ne prêtez pas plus votre téléphone que votre brosse à dents. On en sait un peu plus sur le génie pictural de Léonard de Vinci. Le peintre italien de la Renaissance était, on le savait déjà, un perfectionniste. Mais ce sont de nouvelles technologies utilisées par des chercheurs français qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir plus encore sur le travail du maestro. Voici quelques-uns de ses secrets de fabrication. Florence Griffon, Jean-François Firet et Tatiana Daligo. Voilà 5 siècles qu'elle intrigue le monde entier, elle et son sourire énigmatique. Si la Joconde est un mystère, c'est aussi parce qu'un voile semble recourir à la Florentine. Une légère brume qui estompe les contours, brouille ombre et lumière. Cet effet, jamais personne n'a su l'imiter. Voilà l'homme qui vient de dissiper le brouillard grâce aux rayons X. C'est une petite source de rayons X qui est ici, qui va éclairer la peinture. Et puis après, on va collecter des signaux d'autres rayons X. Et en fait, qui auront des énergies qui dépendront des éléments chimiques présents. Première découverte, pour obtenir son voile, Léonard de Vinci a superposé de multiples couches translucides, incroyablement fines. Les couches les plus fines font une épaisseur de l'ordre du millième de millimètre, le micromètre. Et qu'au maximum, on atteint à peine la moitié du diamètre d'un cheveu. Deuxième révélation, on connaît désormais les ingrédients utilisés par le maître pour obtenir cet effet brumeux, visible dans plusieurs de ses œuvres. Un pigment dans certaines œuvres à base d'oxyde de manganèse, qui est particulièrement rare dans l'histoire de la peinture de la Renaissance, et qu'il a utilisé. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui. Parfois il ajoutait du cuivre, peut-être pour donner des reflets bleutés. Ce qu'on se rend compte, c'est de sa capacité à modifier ses recettes de façon à avoir des effets extrêmement subtils et extrêmement précis. La Joconde, chef-d'œuvre artistique mais aussi prouesse scientifique. Le mystère s'est éclairci, mais la dame au sourire n'est pas totalement démasquée. Tant mieux. Les sports. D'abord, sachez que la Fédération française de football a décidé de lancer une commission d'enquête chargée d'établir ce qu'il s'est réellement passé au sein de l'équipe de France lors de cette grève des joueurs le 20 juin dernier à Naïsna. Un gage en direction également du nouveau sélectionneur qui avait réclamé que la Fédération prenne ses responsabilités. Le Tour de France maintenant avec une étape qui a permis à Contador de montrer qu'il était bel et bien là. Il a grignoté 10 petites secondes au maillot jaune, Andy Schleck, et peut-être également un peu de morale. Résumé de cette 12e étape avec Julien Benedetto et David Dameda. Plus la pente est rude, plus il montre les dents. Alberto Contador vient de produire sa première attaque dans le Tour et elle a fait mal. Deuxième de l'étape, l'Espagnol grappille quelques secondes sur le maillot jaune. J'ai réalisé un coup important. Et même si les écarts sont minimes à l'arrivée, je suis content. Tout s'est joué dans l'ascension finale à Mende, un mur de 3 km. Alberto Contador accélère. Andy Schleck lâche prise pour la première fois dans ce tour. Seul Joaquín Rodriguez parvient à prendre la roue du Pistolero. Contador est battu au sprint par son compatriote, mais il a fait trembler le maillot jaune qui perd 10 secondes dans l'affaire. J'aimerais bien rester avec lui, mais aujourd'hui je ne pourrais pas, je vais pas une bonne journée, mais pour une mauvaise journée, j'ai perdu seulement 10 secondes, donc c'est bon. À l'arrivée, le peloton est sonné. La chaleur et la dureté de la pente finale sont passées par là. En fait, le truc, c'est qu'on arrive dedans, c'est raide tout de suite, c'est pas progressif. Vraiment, les muscles, ils comprennent rien à ce qui se passe, quoi. À ce moment-là, faut serrer les dents, reprendre ce deuxième souffle et puis essayer d'accrocher, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Ce soir, Alberto Contador ne compte plus que 31 secondes de retard sur le maillot jaune. Il a fait le plein de confiance
sur la route des Pyrénées. Il va vite, très vite même, et il a su faire fructifier ses foulées en monnaie sonnante et trébuchante. Usain Bolt sera ce soir la star du meeting Areva au Stade de France. L'occasion de revenir sur le business de l'homme le plus rapide du monde avec Audrey Richier et Florent Lemoal. Quand Usain Bolt débarque, Paris est en folie. Mais ce n'est pas gratuit. 200 000 € pour attirer la foudre sur la piste du Stade de France. Les organisateurs du meeting ont cassé la tirelire. Vraiment quelqu'un qui est de loin l'homme le plus rapide, donc à côté de ça il a en plus un charisme extraordinaire, donc c'est pas du tout cher. Bolt, c'est aussi du pain béni pour les sponsors. Il a sa ligne de vêtements, ses chaussures, et cette semaine à Paris, il multiplie les opérations de promotion pour son équipementier. La musique, le sport, la gaieté, la bonne humeur, le sourire, la couleur, tout ça c'est le package Usain Bolt. Le package Bolt inclut aussi la publicité. Il sprint pour son équipementier, fait les courses pour une banque et apparaît même avec sa maman. Un business ultra rentable, Bolt a un revenu record dans le monde de l'athlétisme, 10 millions de dollars par an. Mais il est encore bien loin des grandes stars du sport, 35 millions pour le tennisman Roger Federer, 48 millions pour le footballeur David Beckham. Du coup, l'argent s'invite dans ses choix sportifs. Cette année, il ne participera pas au meeting de Londres, pas assez rentable selon son entourage, très influent. C'est ce que mon agent m'a dit, mais demandez-lui plus de détails. D'autographes en concert, pas sûr qu'Usain Bolt se soit beaucoup entraîné cette semaine. Dans une heure pourtant, il sera au départ du 100 mètres, prêt encore à frapper un grand coup. Musique maintenant avec un anniversaire, le festival de jazz de Juan-les-Pins fête ses 50 ans. Et parmi les invités, cet été, une légende vivante, George Benson, le célèbre guitariste qui a justement fait ses débuts en Europe grâce à ce festival. C'était en 1964. Olivier Théron, Raymond Chaplard. George Benson et la scène de la mythique Pinette de Juan-les-Pins, ce sont deux légendes du jazz qui se retrouvent. La première rencontre remonte à 1964. Jazz à Juan, le plus ancien festival d'Europe à 4 ans, Benson 19. C'est la première fois qu'il vient en Europe montrer au public et aux caméras de Jean-Christophe Averty la finesse de son jeu. J'ai vu les plus grands musiciens du monde. Lionel Hampton était la superstar du festival. Les gens dessinaient sur les trottoirs à la craie les portraits de leurs musiciens préférés. Je n'y croyais pas. Je n'avais jamais vu de plage et la musique du festival était aussi bonne qu'elle est aujourd'hui. Dans les années 80, Benson est devenu une star du R&B, matinée et disco. Le jazz a ouvert de nouvelles routes. Juan-les-Pins a suivi le tempo. Never give up on a good thing. Benson n'abandonne jamais les bonnes choses. Juan-les-Pins, sa pinède, sa plage et son public. Une histoire de bonheur partagé. J'aime les gens et ils m'aiment en retour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sur scène, les styles s'additionnent. Jazz à la guitare, crooner au micro, pour souffler toutes les bougies des 50 ans de Jazz à Juan. Un hommage à Georges Bortoli, journaliste qui nous a quittés à l'âge de 87 ans. Il s'était imposé au sein de l'ORTF, puis d'Antenne 2, comme l'un des spécialistes de l'Union soviétique. Toute une époque. Philippe Rochaud. Ici Moscou, ORTF. Monsieur Couve-de-Murville, ministre français des Affaires étrangères, entreprend... Il restera dans l'histoire de la télévision comme celui qui nous a raconté la Russie de la guerre froide. Georges Bortoli, envoyé spécial à Moscou dès les années 60 et spécialiste de l'Europe de l'Est au temps du rideau de fer. La Roumanie est un pays socialiste, comme l'atteste la statue de Lénine derrière moi, mais c'est un pays socialiste pas tout à fait comme les autres. Malgré la censure qui régnait dans le bloc soviétique, il savait interpréter de façon juste tous les changements politiques. Georges, c'est un homme élégant. C'est aussi quelqu'un avec qui j'ai fait mes premiers pas ici à l'ORTF de l'époque.
Il est arrivé souvent de l'accompagner. Il avait été correspondant à Moscou. Ensuite, il allait souvent en Union soviétique. Grande culture aussi. Un homme de très grande culture, comme tous les journalistes de cette époque-là. Sa connaissance des dirigeants du Kremlin conduisit Georges Bortoli à Pékin avec Mikhaïl Gorbatchev en 89, un voyage qui allait marquer le début des événements de Tiananmen. Après, il restera les revendications de fond, les revendications de base. Georges Bortoli, ici avec Joseph Kessel, cet été à 87 ans. Il aura écrit une dizaine d'ouvrages consacrés à la Russie soviétique, où il cite notamment De Gaulle après sa rencontre avec Staline en 1944. Un ton très gaullien, nous les avons sur les bras pour 100 ans, ces gens-là. Les portraits d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier, les deux journalistes de France 3 retenus en otage en Afghanistan, ont été déployés symboliquement aujourd'hui en haut du Mont Blanc par 3 de leurs confrères, Françoise Gay, Christian Deville et Gilles Coutable, ont voulu une nouvelle fois que personne n'oublie ces 2 visages. Je vous rappelle que cela fait désormais 199 jours qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus quelque part en Afghanistan. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations du jour, c'est cette double explosion impressionnante qui a eu lieu en début d'après-midi sur le toit d'un immeuble à Villeneuve-la-Garenne en région parisienne. Des travaux étaient en cours et ce sont apparemment des bonbonnes de gaz qui seraient à l'origine du sinistre. 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Voilà la fin de ce journal. Bon début de week-end à vous. Bonnes vacances si vous en profitez. Déjà, tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 20h35, la première fiction télé signée Jean-Pierre Mocky avec un titre qui lui va bien. Colère. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.